Chapitre 15. Vérité. Ce n'est pas ce que tu crois, je croasse, la gorge nouée. Mais j'ai beau nier par réflexe, je sais que cela ne sert à rien. Naoko est tout à fait éveillée maintenant. À la manière dont elle me dévisage, je sais qu'elle a percé mon secret. « Et que suis-je censée croire ?» murmure-t-elle, d'une voix amère. « Tu peux me le dire, toi, mon ami sincère ?» Cette expression que j'ai employée à plusieurs reprises pour l'assurer de mon amitié est comme un coup de poignard. Je ne tente même pas de lui reprendre le parchemin. Ça ne sert plus à rien. Je suis désormais à sa merci. Dès qu'elle sortira de la salle d'eau, elle pourra me dénoncer. À moins qu'elle n'en sorte pas. Une image jaillit dans mon esprit affolé. Celle de mes mains autour de son cou gracile, serrant jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus jamais parler. Je me retiens la baignoire pour ne pas vaciller. Il y a quelques jours encore, j'aurais affirmé que tous les obstacles entre ma vengeance et moi devaient être balayés sans scrupule. Seulement voilà, Naoko n'a été que gentillesse depuis mon arrivée à la grande écurie. Elle m'a prise sous son aile, elle m'a pardonné mes mensonges par omission. Elle a déploré le traitement inhumain que les vampires faisaient subir aux dépouilles de leurs ennemis. En un mot, elle a fait éclater mes préjugés qui mettaient tous les nobles dans le même panier. Je peux tout expliquer, je bredouille. Je ne veux pas d'explication, rétorque-t-elle. Je veux la vérité. Qui es-tu vraiment ? Me voilà au pied du mur, au moment que je redoutais entre tous, celui de jeter le masque. Soit je tue Naoko, soit je lui dis tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je m'appelle Jeanne. Je lâche du bout des lèvres. Jeanne Froidelac. En prononçant ces mots, j'ai l'impression de me déchirer la peau, comme si j'arrachais un masque cousu sur mon visage. Je ne suis pas noble, j'enchaîne dans un souffle, dépeçant le mensonge lambeau après lambeau. Je suis une roturière. Je suis la fille de ceux dont tu as vu les têtes accrochées sur la grille. Les yeux de Naoko s'écarquillent d'incrédulité. Sous sa frange noire, son visage dévoré par les ombres tressaille. « C'est pour ça que tu étais si pâle quand tu as aperçu les têtes l'autre jour, » murmure-t-elle. « Et ta méconnaissance des manières courtoises, toutes ces questions que tu m'as posées pour des choses qui me paraissaient évidentes, jusqu'à ton anxiété de recevoir tes papiers de noblesse. J'aurais dû m'en douter. » La panique me serre le ventre. Elle va tourner les talons, là maintenant, pour filer directement chez le grand écuyer. Dans un réflexe d'animal acculé, je lui attrape le poignet pour l'empêcher de fuir. Elle en lâche son bougeoir, qui s'éteint. J'ai juste le temps de le rattraper au vol avant qu'il se fracasse au sol. Nous restons une seconde figés dans la pénombre, silencieuse, accrochés l'une à l'autre, comme en suspension. Il s'en est fallu d'une seconde pour que le fracas du métal sur les dalles ne réveille le dortoir. « Ne parle jamais de ça à quiconque, sinon... » Je la menace. « Sinon quoi ? Tu te débarrasseras de moi ?» rétorque-t-elle. Son grand calme contraste avec ma panique. La manière dont elle énonce à voix haute la pulsion meurtrière qui a traversé mon esprit quelques instants plus tôt me pétrifie. Les mots débordent de mes lèvres tremblantes, bouillies incompréhensibles. Je ne... Tu me tueras comme les tiens ont tué la véritable Diane de Gastefrisch. Tais-toi ! Un éclair passe dans les yeux noirs de Naoko. C'est toi, n'est-ce pas ? M'accuse-t-elle. C'est toi qui l'as assassinée. Je plaque ma main sur sa bouche pour qu'elle se taise, appuyant de toutes mes forces au risque de l'étouffer. Mais d'un geste précis, elle renverse ma prise, m'attrape le bras et me projette au sol. Je me roule en boule sur le carrelage dur et froid pour amortir ma chute, et surtout pour en atténuer le bruit. La porte de la salle d'eau a-t-elle étouffé notre lutte ? Rien ne vient perturber le silence, ni cri d'alerte, ni pas précipité. Il n'y a que le bruit de mon cœur battant contre mes tempes. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» je chuchote, écartant les cheveux qui retombent devant mes yeux. « Une prise d'aikijitsu » murmure Naoko. « Il s'agit de retourner la force de l'adversaire contre lui. Et j'ai des dizaines d'autres prises en réserve, si tu t'avises encore de lever la main sur moi. » Elle se campe devant la porte, croisant les bras sur son kimono. « Continue ton récit. » Je me relève, pantelante. Autour de nous, la salle d'eau est éclairée seulement par la lampe à huile posée au sol. La soie blanche du kimono en capte les lueurs. Elle est ornée de fleurs de cerisier que Naoko a peintes à la main. Diane m'a servi de bouclier devant l'épée de son père. Je lâche. C'était elle ou moi. Or, il fallait que je vive,
Il fallait que je monte à Versailles en usurpant son identité, pour venger les miens. Je prends une longue inspiration. Alexandre de Mortange n'est pas mon amant, comme je l'ai laissé croire. C'est le meurtrier de ma famille. Je n'allais pas le retrouver l'autre soir quand j'ai fui la grande écurie. J'allais lui planter un pieu dans le cœur. Voilà, tout est dit. Je me sens vidée, comme le ciel de la semaine dernière après l'orage. Que vas-tu faire de moi à présent ? Je demande à Naoko. Les yeux noirs de la jeune japonaise ne m'ont jamais semblé aussi impénétrables. Ce sont ceux d'une chatte me tenant sous sa griffe. Elle lève la main, exhibant les papiers de noblesse qu'elle tient toujours. Cette preuve irréfutable de ma duplicité. « Ce que je vais faire, » répète-t-elle, « t'aider à falsifier ce document, pardi. On dit que j'ai un bon coup de crayon, mais il faut faire vite. »« Tu veux m'aider ?» Je parviens à articuler, abasourdi. « N'est-ce pas ce qu'on attend d'une amie sincère ? Et sincère, tu l'as enfin été. Je m'explique mieux maintenant ce non-dit que je sentais entre nous. Je comprends aussi la raison pour laquelle tu désires devenir écuyère du roi, et je suis rassurée sur le fait que tu ne voudras jamais te transmuter. À présent que l'abcès est crevé, je peux enfin te faire confiance. » Je sens une boule chaude se former dans mon ventre, un élan de gratitude solaire au milieu de cette nuit froide, dans cette école hostile. « Oui, Naoko, tu peux me faire confiance, » dis-je. « Totalement, absolument. Tu n'auras jamais plus à douter de moi. » Elle hoche la tête. « Attends-moi ici. Je file au dortoir prendre ma trousse, mon carnet et mon encrier. » Elle me remet les papiers de noblesse et approche son bougeoir de la lampe à huile pour en rallumer la flamme. Puis elle s'éclipse sans un bruit dans la pénombre du couloir. Je n'ai pas peur qu'elle me trahisse. Si elle l'avait voulu, il lui aurait suffi de crier. Seule dans la salle d'eau, je me souviens soudain du reclus suspendu à la gouttière. Je rouvre fébrilement la fenêtre. Sur l'appui extérieur, les têtes ont disparu. Subtilisées, je le devine, par celui qui les avait apportées là, afin que je leur fasse mes adieux. Où sont-elles à présent ? Est-ce qu'il les a remportées dans son antre pour les dévorer ? Déjà Naoko est de retour. « Tout le monde dort à point fermé, et il n'y a pas un garde suisse à l'étage, » dit-elle en s'asseyant au sol. « Profitons-en. Au travail. » Elle dispose à la hâte son matériel artistique près de la lampe à huile et du bougeoir, sortant de la poche de son kimono un carnet à dessin aux pages fines. « Remplis ce récipient d'eau et fais-le bouillir au-dessus de la flamme de la bougie, » me dit-elle en désignant une coupelle à savon posée au coin de l'évier. « La vapeur nous permettra de décoller la vignette représentant la défunte. Et pendant ce temps, je ferai ton portrait. » Elle plonge la pointe de sa plume la plus fine dans son encrier et se met à me dessiner avec application. Tout en l'observant, je repense aux soins que mettait Bastien à ses crayonnés croqués sur le vif. Naoko a la même manière de lever furtivement les yeux, comme pour voler des détails à son modèle. « Je ne sais pas comment te remercier, » je murmure, émue. « Nous parlerons de ça plus tard, » dit-elle, ses yeux continuant leur fiévreux va-et-vient de mon visage au carnet. « Pour l'instant, ne bouge pas si tu veux que ton portrait soit ressemblant. » Ressemblant est un faible mot. Lorsque Naoko me tend son ouvrage achevé, j'ai l'impression de m'y voir reflétée comme dans un minuscule miroir. Entre-temps, l'ancienne vignette s'est détachée des papiers de noblesse. Naoko la laisse se consumer dans la flamme de la bougie. Puis, de quelques points de colle tirés de sa trousse, elle fixe la nouvelle vignette à l'emplacement libre. L'illusion est parfaite. « Voilà Jeanne », décrète-t-elle. « Ou plutôt, devrais-je dire, Diane, comme en attestent ces papiers. Maintenant, il faut les acheminer jusqu'au grand écuyer. Comment procéder ? » « Le corbeau », dis-je en désignant la corbeille. Naoko sourcille. « Tu as réussi à capturer un corbeau voyageur toute seule avec tes petites mains ? Chapeau, mon maître d'aikijitsu serait fier de toi. » « Ce n'est pas moi qui l'ai capturé, Naoko. Il y a quelqu'un là, dehors, ou quelque chose. Une créature étrange, une sorte de monstre dont je ne parviens pas à décider si c'est un démon sanguinaire ou un ange gardien. » Naoko sourit faiblement. « Disons alors que c'est un démon gardien. Après ton bellâtre immortel, tu as décidément d'étranges fréquentations. Mais tu m'en parleras plus tard. Le temps presse. » Elle m'aide à soulever la corbeille et à rattacher la cartouche remplie des papiers de noblesse falsifiés à la patte du corbeau. Je saisis délicatement l'oiseau noir entre mes mains, puis je vais à la fenêtre.
Le messager s'envole dans la nuit, droit vers la volière, la destination de son voyage depuis Clermont. Diane, monsieur de Montfaucon vous réclame dans son bureau, me hèle Madame Thérèse à la sortie du petit déjeuner. Voilà le moment de vérité que j'attendais anxieusement depuis le réveil. J'échange un regard avec Naoko, qui d'un discret sourire semble m'assurer que tout va bien se passer. Puis j'emboîte le pas à la gouvernante, jusqu'au bureau du grand écuyer. La dernière fois que j'ai pénétré dans cette pièce, c'était au crépuscule, et j'en garde un souvenir lugubre. À la lumière du jour, le bureau n'est guère plus riant, au contraire. Je distingue mieux le contenu des pots alignés sur les étagères. Ce sont des mains. Certaines entières et coupées à l'avant-bras, d'autres tronçonnées au poignet, auxquelles il manque plusieurs doigts. Leurs énormes ongles, jaunâtres et cornus, évoquent des griffes de bêtes féroces. Du bout de son menton à la barbiche hirsute, Montfaucon m'ordonne de m'asseoir sur la petite chaise face à son vaste bureau. « J'ai reçu vos papiers », annonce-t-il sombrement. « Vous vous êtes bien payé ma tête. » Tous mes muscles se raidissent. Il sait, il a découvert la supercherie. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Je bredouille. « Ne jouez pas l'innocente !» tonne-t-il. « Je vous assure. » « Silence ! Vous avez voulu vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. » Mon regard fuse sur l'un des gros bronzes en forme de cheval cabré sur le coin du bureau. Serais-je assez forte pour le soulever et pour en assommer cette brute ? Vos quartiers de noblesse ne remontent pas aux croisades, comme vous l'avez éhontément prétendu, mais seulement aux guerres d'Italie, tonne-t-il. Son accusation me laisse sans voix. Les croisades ? C'est ça qui l'a mis dans cet état de fureur ? Je vous ai déjà dit que je ne supportais pas la forfanterie, assène-t-il. La cour compte bien assez de mégalomanes comme ça, et je ne tiens pas à ce que mon école vienne en grossir le nombre, surtout parmi les écuyers du roi. Je n'en crois pas mes oreilles. Il y a un instant, je pensais être percée à jour. Mais au contraire, il semble que le grand écuyer m'annonce à contre-cœur que ma candidature est valide. Vous voulez dire que je peux concourir à la gorgée du roi ? Je demande. N'est-ce pas votre ambition ? Rétorque-t-il, plein de dédain. Vous frayez une place au premier rang de la cour, et surtout être transmuté par tous les moyens, comme votre consternante idylle avec un vampire peu recommandable l'a prouvé. Je réprime le rire de soulagement nerveux qui veut remonter dans ma gorge, m'efforçant de garder un visage lisse. Je ferai de mon mieux pour être digne de la faveur royale, dis-je. C'est ça, grommelle Montfaucon. Gardez vos courbettes pour d'autres. Il renifle bruyamment, ses narines se plissant d'un air dégoûté. Que les choses soient bien claires, Gastefriche. Je ne vous apprécie pas, avec votre arrogance de petit arriviste sans scrupules. Alors dégagez-moi le plancher. Retournez en cour et tâchez de vous faire oublier. Au moment où je me lève pour disposer, mon regard s'accroche à nouveau aux mains répugnantes conservées dans le formol. Je repense à la sinistre réputation des ancêtres de Monsieur de Montfaucon, cette lignée de bourreaux à la solde de la vampiria. L'œil du directeur étincelle sous sa perruque molle. « Ma collection de pattes de goule vous intéresse ?» me demande-t-il à brûle-pourpoint. « Pattes de goule ?» Je hoquette. À l'image d'Estrige, voici un autre genre d'abomination enfantée par les ténèbres, que je tenais pour légendaire jusqu'à ce jour. Les contes prétendent que ces êtres cannibales hantent les cimetières à la nuit tombée pour se repaître des restes humains. Il n'y avait pas de goule en Auvergne, je balbutie. Le grand écuyer émet un ricanement dédaigneux. Bien sûr que non. Votre patelin était bien trop dépeuplé pour attirer de tels charognards. Mais il pullule à Versailles et à Paris. Une vraie engeance. Les cimetières et les fosses communes en débordent. Hypnotisé par les immondes échantillons, je repense au reclus de la grande écurie et à ces restes humains à demi rongés que j'ai découverts dans sa tanière. J'ai senti une froideur cadavérique émaner de son corps. Pas si vive que celle des vampires, mais assez sensible pour signaler la présence des ténèbres. D'évidence, j'étais en présence d'une abomination. Aurais-je eu affaire à une goule ? Pourtant sa main semblait humaine, bien que couturée. Rien à voir avec les appendices difformes marinant dans les bocaux. Vous semblez captivé par tout ce qui est morbide, grince Montfaucon, m'arrachant à la contemplation. Les têtes exhibées sur la grille en votre honneur ont dû vous réjouir. Mais le spectacle est fini. J'ai demandé aux gardes suisses de les retirer ce matin.
Et vous aussi maintenant, le moment est venu de vous retirer et de me laisser travailler en paix. » Il replonge le nez dans ses dossiers, sans m'accorder un regard de plus. Je traverse le couloir pour rejoindre le cours d'art courtois, hanté par un nouveau mystère dans ce lieu qui en regorge. Le grand écuyer a voulu me faire croire qu'il avait lui-même demandé le retrait des têtes, en plein jour, mais je sais que c'est faux. Pourquoi mon faucon m'a-t-il menti? Connaît-il l'existence du monstre qui hante les murs de son école? Qui est cette créature?